pouvoir de la narration. J'ai dit que l'unité avec une narration est une contribution de grande importance pour déterminer le degré de prégnance de la source d'une photographie. Cela conduit à une remarque générale relative au pouvoir de la narration. On reconnaît souvent que les narrations sont à même d'exercer un pouvoir particulier sur nous. Des idées qui ne sont pas attirantes, ennuyeuses, voire qui sont ridicules en dehors du contexte de la narration, peuvent devenir tout à fait absorbantes quand elles y apparaissent. Les êtres humains sont de grands consommateurs d'histoires sur le surnaturel. Ils adoptent à cet égard des attitudes variées allant de la croyance soutenue à la divagation imaginaire, avec toute une palette de possibilités entre les deux. Pourtant, fort peu d'entre nous s'intéressent aux théories relatives au surnaturel, et nous ne chercherions ni un divertissement ni de l'instruction dans un traité sur les ectoplasmes et la télikinésie. Les spéculations théologiques systématiques font peu de convertis comparés au pouvoir des histoires religieuses. Voici une remarque qui porte sur le contenu. Quand nous disons qu'une narration rend certaines idées plus attractives qu'elles ne le seraient si elles étaient présentées dans un contexte non narratif, disons dans celui d'une théorie, nous parlons du contenu de la narration. Mais cette narration possède aussi un pouvoir d'attraction en fonction du véhicule de la représentation. Quand les photographies ne constituent pas par elles-mêmes une narration, qu'elles ne sont au mieux qu'un supplément à la narration, dans un autre médium, leur utilisation comme représentation de choses qui n'appartiennent pas au domaine photographique, mais à la narration qui s'exprime indépendamment de lui, semble au mieux anormale et au pire absurde. Cette impression cependant peut être modifiée de façon tout à fait dramatique quand les photographies, les images cinématiques, constituent les moyens de la narration elle-même. En ce cas, nul besoin qu'on ait le sentiment de quelque chose d'anormal ou d'absurde. La narration, étroitement liée aux photographies, justifie leur utilisation et elle fait reculer l'idée même qu'elle représente ce qui n'existe pas ou plus. Pas ou plus. Cette idée est alors mise de côté dans l'intérêt de la narration elle-même. Le renversement de l'argument. J'ai tenté d'expliquer une certaine réponse aux photographies illustratives de Cameron, celles dont je fais moi-même l'expérience. Certains, me dit-on, ne font pas cette expérience à un degré appréciable, et d'autres encore me précisent qu'ils ne la font pas du tout. La façon dont j'ai présenté l'argument semble privilégier ma propre réponse et la présenter comme la seule appropriée. Ce que j'affirme est que l'utilisation imaginative que nous sommes invités à faire des images d'un film de fiction est continue et absorbante du fait de leur relation dynamique avec la narration, alors que la même utilisation des photographies de Cameron est faible et statique. On peut cependant voir les choses. Quelqu'un auquel les illustrations de Cameron ne posent pas de problème, qui ne ressent en rien une dissonance représentationnelle en les voyant, peut affirmer que mes réponses imaginatives manquent simplement de la subtilité qui me permettrait de reconnaître ce qu'elles offrent à l'imagination. Il me dirait, vous n'êtes capable de réponses imaginatives qu'à l'égard de projets insistants et sur une large échelle. Il est probable que vous admirez des pièces orchestrales dramatiques comme l'ouverture de 1812 et que vous êtes tout à fait incapable d'apprécier des œuvres de musique de chambre. Si à chaque étape vous n'êtes pas soutenu par de lourdes instructions, vous êtes incapable d'imaginer quoi que ce soit, ou vous ne le voulez pas, vous ne devriez alors pas parler de barrière imaginative. Admettez qu'il s'agit d'une haie et non d'une barrière, et que vous n'avez aucune compétence pour la tailler. Pourtant, même si j'ai la conviction qu'il s'agit là d'une erreur de diagnostic, je n'ai aucun argument pour la réfuter. Est-ce toutefois si important ? Mon argument peut facilement compter comme une tentative pour expliquer plutôt que justifier ma réponse. Je trouve simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les images de Cameron. À mon avis, c'est que, en leur présence, je ressens une dissonance représentationnelle, et cela à son tour parce que je pense que le projet auquel ces images appartiennent est faible, statique, qui ne vaut pas la peine. Si quelqu'un ne trouve pas que ces images posent de problème, c'est qu'il conçoit ce projet dans son rapport à l'imagination comme un défi minimaliste, ou bien il lui semble relativement riche et évident parce que ses pouvoirs imaginatifs sont bien plus grands que les miens. Peut-être aussi il s'accorde avec moi sur l'idée que ce projet est faible et statique, mais il n'a rien contre des entreprises de cette sorte.
Quoi qu'il en soit, sa réponse entre dans la structure explicative que j'ai proposée, car c'est quelqu'un dont la réponse positive à l'invitation imaginative des photographies réduit la prégnance de la source. Inutile de décider qui de nous deux a raison, ou si nous avons tort tous les deux. Sandrine Darcel, expérience musicale et éducation sentimentale. Il est courant d'opposer de façon systématique l'art et la connaissance. On définit ainsi deux grands domaines exclusifs l'un de l'autre. Le premier, celui de la sensibilité et de l'esprit de finesse, refuse la rigueur logique. Le second, celui de la rationalité et de l'esprit de géométrie, récuse toute intervention des sens et des émotions. Les œuvres d'art sont dès lors dépourvues de toute valeur cognitive. Ce qui donne sa valeur à l'expérience esthétique est uniquement le ressenti d'une forme de plaisir pur et non cognitif par le spectateur. La systématisation de cette opposition est effectuée par Kant. L'artistique par essence est hors du domaine de la connaissance. Dans Critique de la faculté de juger, néanmoins cette dichotomie catégorique s'avère problématique. Des voix dissonantes ne sont en effet levées à l'encontre de ce dogme traditionnel. Les arts peuvent être considérés comme véhicules d'information et de connaissance. Ainsi, la tradition spéculative de l'art, dont la figure emblématique est Hegel, reconnaît à l'art une fonction cognitive extatique. L'art révélerait des vérités fondamentales inaccessibles au savoir positif profane. Cependant, il n'est pas sûr que ce type de contestation soit acceptable. La théorie spéculative de l'art, qui est à la fois discours de sacralisation à propos de certaines œuvres d'art et discours d'exclusion envers d'autres, implique la dématérialisation de l'art ainsi que l'aseptisation de l'expérience esthétique. Or, l'expérience esthétique n'est ni un engluement émotionnel infraconceptuel, ni la contemplation pure de vérité ultime. Les problèmes en philosophie de l'art viennent ainsi pour la plupart de l'opposition entre l'émotionnel et le cognitif. À propos de la question de la valeur cognitive de la musique, deux options s'opposent. Soit l'expérience musicale est considérée sous l'angle de ses effets émotionnels en nous, et par là dénuée de toute valeur cognitive, soit elle est analysée de manière formelle, d'où une surintellectualisation de cette expérience aux dépens de son aspect émotionnel. Or, un examen critique de ces deux conceptions réductrices permet de mettre en évidence le rôle cognitif de l'expérience musicale sous son aspect émotionnel. Le lien entre musique et émotion n'induit pas une exclusion avec le domaine cognitif, mais au contraire y conduit. Dans le contexte d'une épistémologie de la vertu, il s'agira de reconcevoir le rapport entre musique, émotion et connaissance. 1. La connaissance est comprise en termes de vertu intellectuelle. 2. Être en mesure d'avoir des émotions adéquates est une vertu intellectuelle. 3. Or, l'expérience musicale participe de l'éducation sentimentale. 4. Donc, la musique a une valeur cognitive essentielle. Dans un premier temps, la prémisse 1 sera clarifiée. Une version de la théorie fiabiliste de la connaissance est substituée à l'analyse traditionnelle conditionnelle de la connaissance. Dans un second temps, la dichotomie entre l'émotif et le cognitif sera contestée par le biais d'une analyse de la notion d'émotion ajustée. La vie cognitive implique une vie émotionnelle adéquate. Enfin, il s'agira de défendre l'idée selon laquelle l'un des apports cognitifs de la musique consiste justement en l'éducation des émotions de deux manières différentes, soit par l'expression musicale des émotions, soit au travers des réponses émotionnelles vis-à-vis des propriétés de l'œuvre. Ainsi, l'aspect émotionnel de la musique, loin de mettre en cause sa contribution cognitive, y participe. Une de ses valeurs cognitives est de permettre l'acquisition d'émotions ajustées. Épistémologie de la vertu, le fiabilisme. La mise en évidence de l'apport cognitif de la musique s'inscrit à l'intérieur d'une épistémologie de la vertu. Selon cette dernière, la connaissance doit être comprise en termes de vertu intellectuelle et non analysée en un ensemble de conditions individuellement nécessaires et conjointement suffisantes. Est-ce C que P si et seulement si phi. L'analyse vériconditionnelle de la connaissance, qui se fait le plus souvent en termes de croyances vraies et justifiées, peut prendre plusieurs formes. Soit les conditions de justification des croyances sont clarifiées, le fondationalisme et le cohérentisme internaliste, l'externalisme causal, soit le domaine de justification est précisé, l'hypothèse des alternatives pertinentes,
et le contextualisme. Il s'agit dans tous les cas de réfuter le scepticisme, lequel met en cause la possibilité de connaître. La connaissance requiert plus que la simple fiabilité d'un processus cognitif. Il faut que l'agent soit fiable, c'est-à-dire qu'il ait la disposition à adopter des processus cognitifs fiables. La rectitude de nos croyances repose sur l'exercice correct des dispositions intellectuelles humaines, c'est-à-dire sur le caractère vertueux ou non de l'agent connaissant. Ainsi, la caractéristique essentielle d'une épistémologie fiabiliste de la vertu est la suivante. Les propriétés normatives des personnes sont premières conceptuellement par rapport aux propriétés normatives des croyances. L'évaluation épistémologique porte d'abord sur le caractère intellectuel de l'agent. L'évaluation des jugements ou croyances est dérivée se fait en termes de vertu intellectuelle. La croyance C est justifiée si C est acquise à travers l'exercice d'une ou de plusieurs vertus intellectuelles. La thèse fiabiliste revient donc à accorder de l'importance à l'éducation des capacités cognitives. Les dispositions intellectuelles humaines doivent être développées. Il s'agit de faire de nos dispositions des vertus. Une vertu définie comme mesure et médiété constitue une perfection en tant que disposition à agir selon une règle. Toute vertu consiste en la capacité de faire ce qu'il convient, comme il convient, quand il convient et où il convient. Cognition et émotion. Or, avoir des émotions ajustées est une vertu intellectuelle propre. En effet, les émotions ne sont pas arrationnelles, indépendantes ou opposées à la connaissance. La classification des facultés de l'esprit en deux grandes catégories, que sont la pensée et la sensibilité, favorise une suspicion forte à l'encontre des émotions. Elle valorise par là l'idée de raison pure, de quête désintéressée, libérée de toute émotion. Malgré la persistance de cette idée, il importe de reconnaître une connexion entre cognition et émotion. Il n'y a pas de connaissance sans émotion ajustée. L'idée d'émotion cognitive est notamment développée par Israël Scheffler. Les émotions jouent un rôle dans le processus de connaissance de deux manières différentes. D'une part, les passions rationnelles sont des dispositions émotionnelles constitutives de la vertu ou conscience intellectuelle en général. L'amour de la vérité, l'intérêt pour la précision, le dégoût pour l'inattention, l'admiration de l'accomplissement théorique, le respect pour les arguments des autres, constituent des dispositions émotionnelles vertueuses favorisant la connaissance. D'autre part, les émotions guident l'évaluation du monde et assurent l'accès à certains types de propriétés, les propriétés émotionnelles. Mais qu'est-ce qu'une émotion ? C'est une capacité psychologique qui implique logiquement la mention d'un ou plusieurs critères. Par exemple, l'attribution de la capacité d'aimer à une personne S implique que S est disposé à agir de telle et telle façon dans un nombre indéterminé de situations nouvelles. Aider la personne que l'on aime, être à son écoute, être profondément triste si on la perd. Une émotion est un sentiment dirigé vers un objet, c'est-à-dire un sentiment pourvu d'intentionnalité. Cet objet peut prendre de multiples formes. La cible, en particulier actuelle, par exemple, Wendy a peur du chien de son voisin, les propriétés de convergence et les aspects motivants. Wendy a peur du chien de son voisin qui est un berger allemand. La cause, Wendy a peur du chien de son voisin à cause de ses aboiements, lesquels lui rappellent ceux d'un chien qu'il avait attaqué auparavant. Le but caractéristique, Wendy qui a peur veut éviter quelque danger. L'objet propositionnel, Wendy a peur que le chien de son voisin ne la morde. L'objet formel, Wendy a peur de ce chien en vertu de son caractère dangereux. Cette intentionnalité est inséparable du sentiment. Les émotions en tant que type de comportement humain appellent une explication par les raisons. C'est une structure complexe, dynamique et narrative qui rend intelligible l'émotion ressentie par telle personne. Elle comprend une séquence structurée d'actions, de traits de caractère, de croyances, d'événements, d'humeur, rapportés de manière plus ou moins détaillée. Ainsi, Adam Appleby, dans La chute du British Museum de David Lodge, fait l'expérience d'un certain regret mêlé de crainte. Il a 25 ans et est étudiant-chercheur, ne pense pas pouvoir terminer sa thèse cette année alors que sa bourse ne lui sera plus donnée. Est marié et est inquiet car sa femme a du retard dans ses règles. A mal à la jambe, a un nom ridicule, ne sait pas s'il va pleuvoir, utiliser son scooter car celui-ci est en mauvais état. Cette structure narrative, loin d'être un ensemble météo de composantes plus ou moins essentielles, révèle la complexité intrinsèque des émotions. En ce sens, les concepts émotionnels renvoient à une structure paradigmatique ou scénario-paradigme.
Par exemple, le concept de peur comprend des expressions faciales, traits du visage tirés, yeux écarquillés, des changements corporels, frissons, tremblements des jambes, des actions, courir, crier, des éléments cognitifs paradigmatiques de la peur, avoir peur de ce qui est effrayant, dangereux, menaçant. Ce qui est paradigmatique d'un type d'émotion auquel renvoie le concept n'est toutefois pas identique aux occurrences émotionnelles. Les concepts d'émotion sont des notions à large spectre dont la signification est liée aux stéréotypes, caractéristiques ouvertes et non critérielles. La signification des concepts émotionnels dépend aussi de l'environnement physique et social, des pratiques linguistiques de la communauté dans laquelle le sujet est situé. Dès lors, le contenu d'un concept d'émotion peut être modifié en fonction des connaissances acquises ou être susceptible de nouvelles applications. Il peut devenir obsolète si la situation décrite par le scénario est comprise dans un scénario plus large. Par ailleurs, nos émotions sont souvent l'appréhension d'une certaine sorte de propriété réelle. Les émotions peuvent donc être le sujet d'un assentiment rationnel et être objectivement vraies ou fausses. Leur valeur de vérité dépend de l'appréhension ou non d'un type de propriété réelle du monde, le niveau affectif de la réalité. Si nous ne possédons pas des dispositions émotionnelles correctes, alors une expérience émotionnelle peut nous conduire à l'erreur et fausser notre conception du monde environnant. Ainsi, comme le précise Peter Goldie, un objet O a la propriété émotionnelle propre F si et seulement s'il est possible pour O d'être l'objet d'une émotion justifiée E. Et les raisons R1 à Rn qui justifient l'attribution de F à O sont les mêmes que celles qui justifient E, chaque relatum étant normatif. Ce qui fait qu'une expérience émotionnelle est justifiée, c'est qu'elle entre dans un réseau de justification, de raisons articulées de manière inférentielle. Un lien conceptuel relie la pensée, connaissance, perception, croyance de X comme Y à la réponse émotionnelle, ayant pour objet X comme Y. Ainsi, ce qui est effrayant est relié à une sorte particulière d'expérience émotionnelle, la peur.